Ouais, il y a le moment là. D'abord, on apprend ça, on raccroche la visio. Je me souviens d'abord, on pleure. On prend conscience de cet arrêt-là. En vrai, c'était tellement intense ces moments-là. J'ai très peu de souvenirs. Je pense que je suis venue juste un matin. Donc, on était tous dans le même bureau et j'ai dit, la situation est pas récupérable sur le court terme. Je leur ai annoncé et tout le monde était triste. On a pleuré tous ensemble. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Open Startup, un épisode un peu particulier aujourd'hui puisque, comme vous allez l'entendre, il est enregistré en public. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast, je m'appelle Guillaume Coagnac, je suis directeur associé chez Tracteur, un studio d'innovation tech qui accompagne les startups et des entreprises dans la conception et le développement de leurs produits et services numériques, que ce soit une app, des projets web, d'IA. Et voilà, je voulais le dire parce que sans eux, ce podcast n'existerait tout simplement pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez central en entrepreneuriat, mais paradoxalement qui est encore très peu raconté. On entend chaque semaine parler des startups qui lèvent des milliers, voire des millions d'euros, mais beaucoup moins de celles pour qui ça est plus compliqué, voire celles qui ferment, s'arrêtent. Et pourtant, les chiffres sont connus. Il y a une large majorité des startups qui passent pas le cap des 5 ans. Il y a plusieurs études qui le démontrent. 60 à 90% des projets finissent par s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Et derrière ces chiffres, il y a aussi des personnes, des histoires, des décisions difficiles et une notion de après. Et donc ce soir, on va ouvrir la porte à ce sujet-là, que ça soit la fermeture d'une boîte, la liquidation, le moment où on se pose des questions et celui même on se dit ok et après je fais quoi. Donc pour en parler, j'ai la chance d'accueillir 2 femmes entrepreneurs qui ont accepté de revenir au micro sur la fin de leur start-up, voir ce qu'elles ont vécu à titre personnel, ce qu'elles auraient peut-être aimé savoir avant et sur la manière dont aujourd'hui elles sont passées à l'étape d'après. Donc merci d'accueillir très chaleureusement Marion Perret et Anaïta Zaedi. Vous allez voir, elles ont des parcours très différents, mais aussi des points communs très forts, notamment le fait d'avoir rebondi brillamment et construire autre chose professionnellement et même personnellement. Donc, même si j'ai donné des chiffres qui peuvent parfois être un peu pessimistes, l'objectif de cette table ronde, il n'est pas de dresser un tableau sombre de l'entrepreneuriat. Au contraire, c'est de montrer que il y a plein de facettes à l'entrepreneuriat et que l'échec, entre guillemets, ou des moments un peu plus de stop, ça s'inscrit dans une trajectoire beaucoup plus large. Donc, si vous êtes entrepreneur, porteuse de projet, en train de vous poser des questions ou simplement curieux de comprendre ce qui se passe dans une aventure entrepreneuriale, cet échange, il est là pour vous. Donc, merci beaucoup à Marion et à Anaïta pour leur confiance. Et avant de commencer, un grand merci à l'équipe des Premières Nouvelles-Aquitaine de nous accueillir ici ce soir dans le bel espace à Darwin. C'est un incubateur qui est dédié aux femmes et équipes mixtes et qui accompagne depuis plus de 15 ans. J'avais mis 10 ans, mais on m'a dit que c'était 15 ans, donc c'est assez exceptionnel, avec beaucoup d'énergie, de bienveillance et une vraie attention portée aux personnes dans leur parcours humain derrière les projets. Donc ça fait beaucoup de sens aussi avec le sujet de ce soir. Donc merci encore à elles pour leur accueil. Et maintenant, place au cœur du sujet, à notre discussion. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Voilà, ça c'est fait. C'est un petit tunnel. Maintenant, c'est plus relax, comme habituellement sur le podcast. Salut Marion, salut Anaïta. Salut au micro, parce que ça fait quand même une petite demi-heure qu'on se parle. Donc. Salut Guillaume. Bonjour Guillaume. Je vais pas vous poser la fameuse question, pitch-nous ta startup, parce que c'est peut-être pas l'objet ce soir en fait, vu le sujet. Dans les gens qui vont écouter, il y a peut-être certaines personnes qui ont écouté l'épisode il y a 4-5 ans, d'autres qui vous connaissent pas du tout. La question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous faisiez la dernière fois qu'on s'est parlé autour d'un micro, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui du coup? Alors, moi, c'était il y a 5 ans. J'étais cofondatrice de Dipongo, donc une start-up dans l'EdTech qui visait à améliorer les soft skills des enfants. À l'époque, on avait 15 collaborateurs avec mon associée Emma. Et aujourd'hui, je suis directrice des opérations d'un accélérateur d'affaires.
Ok, t'as le droit de le nommer. Hein. Covalis Connect. Ouais, voilà. Voilà. Anaïta. Alors moi, j'étais fondatrice d'Hortusbox. C'était une start-up qui proposait le service d'un paysagiste, mais 100% en ligne. Donc l'idée, c'était d'amener une solution d'aménagement paysager pour les gens qui n'ont pas un budget énorme pour la conception et les aider à réaliser en fait leur projet d'aménagement de jardin par eux-mêmes et en partenariat avec des groupes, des gros acteurs du monde de jardinage et bricolage. Et aujourd'hui, je dirige une structure d'accompagnement pour les entrepreneurs qui s'appelle Arsud Développement. Ah, c'est bizarre, vous avez même perdu ce gimmick-là finalement, parce que quand on est start-upper, on dit très rapidement son nom, etc. Oui, ça nous appartient pas vraiment, enfin, on en parlera, mais c'est pas la même chose. Ouais, mais c'est marrant que tu dis ça parce que Anaïta, je me souviens dans la première quasiment phrase dans l'interview qu'on avait faite ensemble, je te demande de te présenter, et en fait tu te présentes pas, tu parles que d'Hortusbox, et je te dis, mais je t'ai demandé de te présenter toi, pas Horitusbox. Et tu me réponds, je l'ai remis, Horitusbox, c'est 98% de mon existence. Je suis même plus Horitusbox qu'Anaïta. Wow. Et c'était vrai à l'époque. Ouais, mais c'était quand même fort. Franchement, en le réécoutant, je me suis dit, ah ouais, il y avait même presque pas de place à toi, ta vie. Oui, mais c'est vrai, ça demande une énergie folle pour démarrer de zéro avec zéro moyen. Et quand tu es personne dans ton secteur d'activité, approcher les partenaires, les Jardiland et les Leroy Merlin et te faire une place dans un secteur où t'étais personne et tu viens. Moi, je suis avocate de formation. T'imagines, tu rentres dans le monde du paysagisme. Je suis personne. Donc oui, ça demandait une énergie et vraiment ça me demandait toute mon existence était Horitusbox. J'existais pas en dehors de Horitusbox et j'ai pas eu de vie en dehors de Horitusbox pendant que Horitusbox était en activité. Ouais, peut-être que on va y revenir, mais peut-être que c'est un des trucs que si tu devais recommencer. Ah, t'as 3 heures. On reviendra peut-être sur ce point-là. Marion, tu corrobores un peu ce truc-là de l'incarnation de ton entreprise ? Non, pas du tout, parce que moi, en fait, quand on a commencé, avant de me lancer tout juste dans Dipongo, en fait, j'étais enceinte de même pas 3 mois. Donc moi, c'est l'histoire aussi d'une association, Dipongo. Donc au départ, c'est Emma, mon associée, qui a eu l'idée. Au départ, elle, c'est ma cliente. Moi, je suis prestataire et très rapidement, au bout de 2 mois, passer à travailler ensemble au titre de s'associer. Et en fait, moi, c'était très clair dès le début. Mon premier bébé, c'est ma première fille. Donc en fait, non, je vivais forcément, évidemment, comme tu dis, il faut éduquer un marché, on n'est personne. Nous, en plus, on venait vraiment parler des enfants, des soft skills, fallait faire sa place dans l'éducation nationale, les grands comptes, etc. Mais j'ai toujours gardé cette casquette de maman et donc j'ai incarné Dipongo, forcément j'étais Marion de Dipongo, mais j'ai pas voué toute ma vie à ça et en tout cas moins que toi, je pense. Évidemment, on va parler donc de quand tout ça s'arrête. Est-ce que déjà ça s'arrête d'un coup ? Est-ce qu'il y a des sortes de drapeaux qui se lèvent qu'on a véritablement pas envie de voir et que on ignore exprès rétrospectivement ? Comment ça s'est passé un peu ce processus de en fait il y a des trucs, ça en train de pas très bien fonctionner, on a un peu investi du temps, de l'argent là-dessus, ça prend pas. Ça se passe comment ? C'est très visible ou c'est brutal ? C'est quoi vos expériences là-dessus ? Nous, ça s'est passé un peu en 2 temps parce qu'en fait, au départ, on avait un modèle B2B où on venait vraiment améliorer l'expérience famille au sein des grands groupes. Donc, vraiment, on a travaillé avec la SNCF, Accor Hôtel, Courtepaille, etc. 99% de notre chiffre d'affaires, c'est le tourisme. En janvier 2020, on va au CES à Las Vegas, c'est énorme, on a un award, c'est super. Et puis, mars 2020, on fait une levée de fonds d'amorçage. Et en mars 2020, voilà, c'est le Covid. Et là, c'était terrible parce que nous, on a à ce moment-là nos 15 collaborateurs à payer à la fin du mois et tous les contrats gelés, puisqu'effectivement, pour les grands groupes, le tourisme, c'est pas le sujet. Donc là, il y a déjà eu un changement de business model qui a dû être opéré. Donc, on a dû pivoter vers du B2C.
Et maintenant, le modèle B2B, ça aussi, c'est voilà. Et après, il y a eu la deuxième chose. Nous, ça a été aussi que plusieurs, surtout un gros contrat, très beau projet qui doit se faire dans le milieu de la santé, avec un bel acteur bordelais. Et on investit beaucoup de temps, d'énergie dedans, avec un potentiel rachat à la fin. Et à ce moment-là, cette société on la prendra après, mais va être liquidée. Et c'est ce moment-là qui fait que, voilà, on sent que va falloir passer à autre chose, quoi. Ouais, là les discussions deviennent beaucoup plus intenses entre associés. Il y a le moment là. D'abord, on apprend ça, on raccroche la visio. Je me souviens d'abord, on pleure. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on prend conscience de ça, on prend conscience de cet arrêt-là. Heureusement, je suis deux, parce que ça, c'est indispensable. Soutenu par forcément nos investisseurs aussi. Mais à ce moment-là, il faut tout repenser. On a d'abord eu une phase de redressement. Où on a pendant un an essayé de tenir, en se transformant autrement, en se concentrant sur du B2B, en devenant vraiment une agence de communication, un peu différent. Voilà. Faire rentrer du chiffre d'affaires. On fait rentrer du chiffre d'affaires coûte que coûte. On en parlera certainement. C'est pas évident non plus. Et puis après, au bout d'un moment, en fait, on peut plus. Et puis, faut se résigner, quoi. Ok. Toi, Anaïta, comment ça se passe? Parce que toi aussi, tu as été frappée aussi par ce Covid. Il y a eu un peu le double effet qui se coule. Les gens sont chez eux, ils ont trop envie d'aller jardiner. Ils vont tous chez Leroy Merlin. Donc, il y a peut-être une opportunité à avoir. Mais finalement, il y a aussi ce truc-là de B2C, B2B qui est un petit peu difficile à naviguer. Je me souviens, on en parle ensemble dans l'épisode qu'on avait enregistré où vous lancez une offre B2C qui flop total. Ça a été quoi les signaux forts qui ont fait des grosses prises de conscience de ton côté? Oui, évidemment, on était génération Covid, donc notre partenariat avec Jardiland devait commencer le 18 mars 2020. Donc, c'était super comme date. Et effectivement, en fait, on a pris du retard. On n'a pas du tout surfé sur la vague de Covid parce qu'on était inconnus au bataillon. Donc, en fait, et notre business model reposait sur l'acquisition client par des partenaires. Donc, en fait, c'était Jardiland, Leroy Merlin, Gamme Vert et les autres partenaires qui devaient amener leurs clients qui voulaient aménager leur jardin. Et nous, on faisait la conception et on référençait, en fait, tous les articles de chaque partenaire. Donc, on avait un site par partenaire et on était référencé sur le site de partenaire. Et, effectivement, ça se met en place petit à petit après le Covid. Et nous, on a eu une deuxième surprise, c'était la guerre en Ukraine. On a été impacté par la guerre en Ukraine, mais vraiment très improbable. C'est que Leroy Merlin avait ses magasins ouverts en Russie, donc ils ont pris 3 mois les gens les ont assassinés sur les réseaux. Donc, ils nous ont assassinés sur les réseaux. Et donc, Leroy Merlin a gelé toutes les campagnes de pub et communication. Et donc, on a eu 0 client. Et donc, à ce moment-là, en fait, on a dû se réinventer. Et donc, on a dit, on fait acquisition directe. Qui dit acquisition directe, déjà dit, tout un plan et une stratégie à mettre en place en cours d'année où on venait juste de faire rentrer un investisseur. Et donc, acquisition client direct coûte très cher. Donc, en fin d'année, on a un dispositif. Moi, j'avais mes bureaux là où je dirige en fait la structure. Donc, c'est une pépinière d'entreprise. Et en fait, dans cette pépinière, il y a un dispositif qui est un comité stratégique. Et tous les ans, l'entrepreneur vient, ramène quelques chefs d'entreprise de son entourage et met à plat en fait toute sa stratégie, l'année écoulée, l'année à venir. Et c'est une discussion et c'est très enrichissant. Lors de cet super événement, j'ai sorti mes chiffres et on s'est rendu compte que sur notre premier prix en fait de service pour les tout petits espaces, on perdait de l'argent tellement l'acquisition client nous coûtait cher. Et donc en fait, et c'était fin 2022. Et ça a été le début de la fin, malgré nous un peu, parce que après l'investisseur a décidé, il n'était pas content, donc il a décidé de se retirer. Ok. Et voilà. Est-ce que c'est ça qui a été le vrai élément déclencheur pivot de dire si lui il part, qu'est-ce que je fais moi? Non. En vrai, on avait de la trésorerie, on aurait pu tenir encore quelques temps,
mais tu te rends à l'évidence que, ok, t'as des ingrédients quand même un peu amers dans ta soupe, ouais. C'est joliment dit. À un moment, tu vois, il faut arrêter. Tu vois, tu peux continuer, mais la rentabilité venait tellement tard que ça valait pas en fait la chandelle. Ouais, mais ça, toi, tu en prends conscience de manière un peu pragmatique. Finalement, tu dis, les ingrédients, ça fonctionne pas, donc on arrête. Et d'ailleurs, du coup, toi, t'es pas passé peut-être par la phase de redressement de liquidation. Ça, t'as fermé l'entreprise? Oui, non, elle est en cours de liquidation à ce moment-là qu'on parle ensemble. Ok. Ouais. Waouh. Ouais. Vous vous rendez compte là du moment qu'on vit? Ouais. Ok, mais donc ouais, ça a été un choix décidé, assumé, pas subi. Oui, c'était un choix et c'était un choix tellement rapide que c'était un peu choquant parce que tout de suite, quand on s'est rendu compte qu'on allait jamais être rentable, en fait, je me suis dit non, je vais pas faire travailler les salariés, moi-même et mon associé pour brasser du vent, hein. Autant passer à autre chose. Ok. Même aussi brutal que ce soit, aussi dévoué que j'étais à Hortus Box, ouais. On va revenir sur comment après tu annonces ça aux équipes, aux collaborateurs juste après. Toi, Marion, ça a été aussi pragmatique que ça ou il y a eu un côté non, on y va, on réinvestit encore plus, non, et puis tout au on bout, va trouver jusqu'au boutiste entre guillemets. On était très jusqu'au boutiste parce qu'on était porté par une vision assez incroyable, nous, vraiment c'est nos valeurs profondes d'Ipongo, de transmission, on avait vraiment à cœur de changer le monde. On disait si on change les enfants d'aujourd'hui, c'est le monde de demain qu'on change. Enfin, c'est vraiment on l'incarnait. Donc vraiment, et puis en vrai, on avait tous ces clients. Donc nous, on travaillait essentiellement donc en B2B avec des grands comptes, des processus de décision très longs, mais du coup qui font que tu as toujours espoir, que tu avances dans le processus, etc. On avait on avait un produit qui plaisait beaucoup. Alors il faut voir aussi, aujourd'hui j'en reviens, mais qui plaisait énormément. Mais est-ce que ça plaît? Est-ce que les gens achètent à hauteur de ce qui te fait vivre, etc. Donc non, nous on a garder cette naïveté qui nous a fait construire Dipongo et qui a un côté très chouette. On l'a gardé longtemps, on s'est battu, même en redressement, on a remis de l'argent perso, etc. Donc nous, on s'est jusqu'au boutiste, à fond dedans. Et jusqu'au bout qu'à un moment, il n'y a plus de bout. C'est juste qu'à un moment, en fait, le jour où tu te lèves et qu'en fait, t'as plus ta passion et qu'en fait, t'es fatigué. Okay. Et qu'il faut que tu te retapes Edgar le renard et là, il te saoule. C'était vraiment ça. Oui, pour celles et ceux qui n'ont pas la ref. Edgar, c'était notre mascotte. La mascotte, ouais. Et que j'avais imaginé, on a créé une licence là-dessus, une marque qui a été reprise, achetée par Cultura, enfin un super truc, mais voilà, le matin je me lève et j'ai plus envie de voir Edgar. En fait, tu portes plus, et puis c'est plus possible. Voilà. Et là, il y a un moment un peu où, avec Emma, vous en parlez en disant mais où est-ce qu'on va là? On est en train de... Oui. Au bout d'un moment, tu vois bien, t'es en redressement, t'es assommé par les charges administratives aussi. Faut beaucoup d'exigences de toutes parts. Forcément, évidemment, des partenaires, des équipes, des investisseurs, des juges, parce que c'est un très très beau moment de se retrouver au tribunal. C'est particulier. Et en fait, t'es assommé par l'administratif, etc. Et puis tu travailles plus sur ton produit, donc en fait, t'es plus dans le développement, t'es dans la survie. Et là, on se dit, en fait, toi aussi, tu vois bien que on va à la fin et on se dit ok, mais en fait, c'est un mois avant que qu'on passe au tribunal et pour demander, de toute façon, la liquidation. De toute façon, on n'a pas le choix. Et comment ça se passe du coup? Vous prenez la décision ensemble, ensuite vous devez l'annoncer aux équipes, alors nous, ça c'est vos proches. Ce moment-là, il doit être un peu difficile en effet parce que t'as un peu tout un écosystème autour de toi qui te valorise, qui te met dans les meilleures dispositions, qui te dit tout le temps des mots tout doux, t'es la meilleure, etc. Et là, ce qui était vrai. Mais j'en doute pas du tout. Et d'un coup d'un seul, en fait, c'est écoute, là on arrête. Et tu vois, est-ce qu'il y a aussi cette peur de décevoir quelque part? En plus, quand t'as déjà eu des gens qui ont investi, vous avez fait un crowdfunding aussi, il me semble. Donc c'est une sorte de communauté finalement derrière vous. Oui, non, mais ça, c'est ça c'est hyper difficile. C'est d'abord pour soi. C'est fini. Vraiment, ça va s'arrêter. Nous, l'annoncer aux équipes. Forcément, nous, on les a beaucoup protégés aussi. On a voulu avoir une équipe sur qui on faisait peser zéro pression, etc., pour avoir le meilleur d'eux, comme des mamans un peu. Donc forcément, pour eux, c'est la surprise. Mais on a été très honnête aussi, très sincère. Donc, pour nous remercier d'avoir été. De toute façon, il n'y a pas le choix, sincère comme ça.
Pour les investisseurs aussi, on avait une équipe réunie autour de nous, une équipe très bienveillante qui ont compris et qui ont vu tout ce qu'on a déployé pour que ça fonctionne aussi. Je veux dire, à un moment quand on a pu les armes pour voilà. Et après, ça a été surtout auprès des partenaires, je veux dire des clients. Parce que là, en fait, nous, on travaillait qu'avec des grands comptes. Donc, pour les grands comptes, ils viennent voir la santé financière de la boîte. Donc, t'as fait la première étape. T'as convaincu l'équipe produit. T'as convaincu les commerciaux. Voilà. Et là, maintenant, tu dois passer devant le directeur financier. Ce qui n'était pas prévu pour justifier pourquoi t'es en redressement. Donc, nous, on s'est retrouvés devant le directeur financier du Crédit Agricole avec ses homologues. Là, ils étaient 4 ou 5 à expliquer pourquoi t'es en redressement, pourquoi on continuerait à travailler avec vous, etc. Donc ça, c'est encore un truc où voilà, t'as un peu plus d'ego, quoi, un peu à ce moment-là. Mais nous, on l'a joué très sincère et je pense que c'est ça qui a fait que ça a été bien pris aussi dans la lignée de ce qu'on avait fait. Voilà, c'est comme ça, les chiffres sont comme ça. Nous, on peut continuer pour telle et telle chose, ça, on pourra pas l'assumer et voilà. Et c'est passé un peu comme ça. Toi, Naïta, l'annonce un petit peu à tout le monde, que ce soit les collaborateurs, les partenaires, les clients, ça se passe comment? Je sais pas. En vrai, c'était tellement intense ces moments-là. J'ai réfléchi ce matin à ce moment-là et j'ai très peu de souvenirs. Je pense que je suis venue juste un matin et j'ai dit, tu sais, j'avais pas 12 000 salariés, donc on était tous dans le même bureau et j'ai dit, écoutez, la situation je pense qu'elle est pas récupérable sur le court terme et j'ai expliqué un peu la situation, le comité stratégique qu'on avait fait. Et j'en avais déjà parlé avec mon associé et je leur ai annoncé et tout le monde était triste. On a pleuré tous ensemble et après, tu sais, en fait, t'as pas beaucoup de temps dans ces moments-là de penser à ta tristesse. Et c'est tout ça, ça vient quand t'as tout fini administrativement et, on va dire, opérationnellement parlant. Et c'est là où que tu sens le grand vide. Mais au moment de l'annonce, non, j'ai annoncé. Après, tout le monde n'avait pas le choix, en réalité. Et là, tu parles de ce moment un peu de grand vide après. Je sais que toi, Marion, tu as déjà témoigné de ça. Il y a une phase un peu de repli, de retrait, sortir de cet écosystème un peu start-up, de plus ouvrir LinkedIn. J'avais plus envie de vous voir, plus personne. Si, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est difficile. On a eu une belle visibilité, un produit qui plaisait énormément, etc. Et t'as plus envie de voir les gens. En plus, on vit aussi. Alors ça, on en revient un peu. Et c'est vrai qu'on avait témoigné il y a un an à la French Tech et on avait vu cette différence que ça avait fait. Ça a peut-être fait un déclic chez beaucoup de gens. En tout cas, on était beaucoup dans quelque chose où, de toute façon, devant tout le monde, ça marche super bien, une traction incroyable. Et finalement, personne dit que, franchement, ça c'est très dur. J'ai floppé sur le sortie de mon produit ou quoi. Et du coup, forcément, Dipongo et tout, puis c'est terminé, quoi. Et donc oui, pendant 6 mois, ça a été, j'avais plus envie d'ouvrir LinkedIn, m'éloigner un peu de ce réseau bordelais et autres startups, un peu penser mes plaies un peu entre guillemets, en tout cas me reconstruire aussi, et puis justement, c'est ce que tu disais, t'as raison. C'est vraiment faire l'administratif, l'opérationnel, clac. On est très militaire dans ces moments-là. Et puis reconstruire aussi autre chose derrière, quoi. Il y a des techniques, ça se saurait, mais en fait, quelles étaient les ressources que vous avez appelées? Est-ce que vous êtes fait accompagner? Est-ce que il y a eu des assos, des trucs, un bouquin, une rencontre, des choses qui ont pu faire un peu bien, ou juste de se sentir soutenu dans ce moment-là? Il faut un bon associé, un bon mari et des super sœurs. Voilà. Ok, c'est joli. J'avais pas tout ça. Non, ma technique était... Moi, je pense que j'ai lu et relu le livre de Charles Pépin. J'ai oublié comment il s'appelle, son livre sur l'échec, accepter son échec. Et j'ai avalé tous ses podcasts. Les vertus de l'échec, exact. Désolée, Charles, j'ai oublié le titre de ton livre. Tu voudrais que je coupe et on la refait. Je suis une mauvaise lectrice, vraiment la honte.
Et aussi, je me rappelle, j'ai pris, je pense, 10 ou 15 séances de respirologie. Je sais pas si c'est un vrai terme ou c'est Hubert qui a fait ça. En fait, qui me permettait en fait de vraiment déstresser de reprendre ma respiration et de réapprendre à respirer. C'est tout con, mais ça m'a aidé. En tout cas, dans ce moment-là, ça me permettait de faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions et beaucoup de entourage. Ils peuvent t'aider sans pouvoir t'aider. C'est vrai que moi j'avais beaucoup. Oui, il y a une sorte de honte ou image dégradée de toi parce que en fait, si t'as pas cette envie folle de réussir, en fait, t'auras pas l'énergie pour avancer sur des produits innovants. Sur les marchés un peu plus conventionnels, c'est différent, mais dans l'innovation, c'est des terrains non battus, c'est des chemins non battus. Donc, en fait, il faut une puissance pour avancer dans ces moments-là. Et après, cette puissance, quand ça s'écroule, c'est aussi puissant. Ouais, et puis il y a un truc un peu d'incarnation. Ça, ouais, ce qu'on disait au tout début, c'est que on se croise dans les réseaux, etc. T'es Anaïta de Hortusbox, t'es Marion de Dipongo, et quand tout ça s'arrête, du coup, il y a un peu une forme de reconstruction à avoir de ton identité presque, parce que pendant 5-6 ans, t'as été que ça. Du coup, comment ça se passe, quoi, quand on n'est plus Marion de Dipongo ou Anaïta de Hortusbox? On fait quel chemin, en fait? J'imagine que c'est pas du jour au lendemain, on se regarde dans la glace en disant, ça y est, je suis une nouvelle personne. Non, mais alors moi, tu vois, je suis toujours Marion Dipongo parce que sinon je serais pas là aujourd'hui. Donc c'est une casquette un peu, tu vois. Enfin, je pense ça revient de ce qu'on disait au début, mais moi j'étais maman, je suis une amie, je suis passionnée par plein de choses. J'ai pas laissé Dipongo prenait une énorme place dans ma vie, mais je l'ai pas laissé manger ma vie, ce qui fait que en fait j'ai un peu enlevé ma casquette Dipongo, elle est là, je la remets de temps en temps, ce soir quand il y a des choses comme ça. Je la remets aussi quand il faut que je mentore et j'accompagne des entrepreneurs sur des sujets qui tournent autour de la création d'une marque, etc., d'une licence. Et voilà. Et en fait, je sais pas si moi ça m'a vraiment pu être Marion Dipongo. Ouais, si, c'était plus Marion Dipongo, mais je crois qu'en fait, j'étais arrivée tellement au bout du bout que finalement, ça m'a fait du bien aussi de l'enlever et de me dire, tiens, je vais reconstruire quelque chose, et effectivement pas innovant, parce qu'en fait, il faut une énergie de dingue. Et là, c'est plutôt essayer de se reconstruire soi et voilà. Ok. Toi, Naïta, donc il y a eu la respirologie. Et est-ce qu'il y a un exercice de respirologie qui t'aide à bosser à ça, ou non? Est-ce qu'il y a eu un chemin un peu là de reconstruction d'identité entre guillemets là-dessus? Bon, le temps est l'allié de tout le monde. Donc, au bout d'un certain moment, en fait, petit à petit, tu vas pas mourir avec la fermeture de ta boîte. Et t'apprends, c'est pas grave. T'es triste, tu te dis, ah ouais, mais moi, j'étais, je sais pas, CEO de ma boîte, et maintenant, je sais pas, je suis plus, tu vois. J'ai rebondi là où j'avais mes bureaux, donc à Art Sud. Quand j'ai rendu mes bureaux, en fait, l'ancienne directrice m'a proposé de venir travailler à mi-temps juste pour développer certaines activités. Du coup, tu dis, ah oui, je vais. Bon, c'est super, t'as un salaire déjà, parce que ça, c'était chose que j'avais pas pendant ces années. Donc, déjà, il y a un truc qui tombe sur ton compte bancaire avec quelques zéros, et tu dis, ah ouais, mais je pouvais avoir ça aussi. Et mais après, le côté financier, franchement, ça te donne un souffle. Et après, petit à petit, tu te reconstruis et tu rebondis. Mais franchement, l'expérience Hortusbox, c'était la meilleure école que j'ai fait. J'ai fait 7 ans d'études à la fac de droit, plus 2 ans d'école, non, 5 ans, plus 2 ans école d'avocat. J'ai jamais appris avec autant d'intensité des choses que j'ai apprises pendant ces années d'Hortusbox. C'était merveilleux. Et si je suis ici en tant que, je suis pas en tant que directrice d'Art Sud, mais si je suis directrice d'Art Sud, c'est parce que j'ai eu Hortusbox, c'est parce que j'ai aussi, j'ai pas réussi Hortusbox. Ouais, bien sûr.
Oui, ça fait partie Ouais. du chemin, quoi. Ouais, C'est ça. C'est un exactement. peu tout l'objectif là de cette Oui, oui. discussion ce soir. Ouais, Marion, t'as pas mal opiné du chef tout au long de ce qu'a dit Anaïta. Ouais, pareil, tu partages. Et après, il y a eu un moment d'immobilisme, mais après, finalement, c'est reprendre peut-être contact avec quelques personnes. Vous avez aussi une opportunité, enfin, aussi bien Emma que toi, qui arrivait par votre réseau. En fait, ouais, de toute façon, nous, on n'avait pas le choix. Donc, pareil, bon, financièrement, nous, on gagnait bien notre vie avec Dipongo, pas de souci. Mais très vite, en fait, nous, on a complètement réduit nos salaires pendant le redressement. On a remis de l'argent perso et on a arrêté de se payer pendant 4-5 mois aussi. Donc, à un moment, t'as une famille et il faut que tu gagnes ta vie. Et autour de toi, t'as quand même ton entourage qui te dit, mais écoute, prends-toi un CDI, fais un truc tranquille, pose-toi, tu mérites, tu vas voir, c'est vraiment chouette, etc. Alors, j'ai fait ça. Donc j'ai trouvé un job, donc j'étais product manager, une société très chouette, un CEO cool, une belle boîte, etc. Salaire super. 10 jours, j'ai tenu 10 jours. Voilà, je me souviens d'appeler ma sœur en pleurs le soir. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu vas te lever, tu vas ouvrir ton ordi, puis tu vas bosser. Et en fait, j'étais si mal, mais vraiment si mal, Et en fait, au bout de 10 jours, j'ai créé la roadmap. Je leur ai dit voilà ce qu'il faut faire, mais ce sera pas moi, c'est pas possible. Un soulagement incroyable à la fin de ça, parce qu'en fait, j'ai pas quitté pour rien aussi. J'avais cette envie de reprendre aussi. C'est que nous, en 2020, au moment du Covid, on rencontre justement, on doit changer notre business model. On est un peu seul dans ça. On a besoin d'avoir quelqu'un qui prend du recul. Donc nous, on rencontre un mentor et qui nous accompagne en mentoring pendant ce qui est donc le CEO de cet accélérateur d'affaires. Et au départ, on l'appelle. Enfin, c'est Emma, mon associée, qui l'appelle et qui lui dit tiens, on a des clients, on voudrait te les redonner parce qu'on veut pas les laisser dans la panade parce que la boîte va fermer. Et lui dit mais toi, qu'est-ce que tu vas faire, Emma? Moi je sais pas trop, elle est dans le Pays Basque, des opportunités de boulot pas fou là-bas encore, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'elle avait envie de faire. Et il lui dit mais tu peux pas rester salarié, laisse-moi 24 heures, je reviens vers toi. Et puis il est allé là, voilà. Il est revenu vers elle, il lui a dit je dois structurer le réseau. Aujourd'hui, on est 30 000 membres et il faut structurer ça. On sort un réseau social, je veux une directrice qui gère ça. Est-ce que ça t'intéresse? Ok. Et puis, en fait, Emma commence un petit peu, plus ou moins en même temps que moi. Et puis, elle voit que je suis trop mal parce qu'on continue à passer nos journées en visio. Une vraie associée, ça, on ne se lâche pas. Et elle lui a dit, écoute, il y a Marion qui est pas hyper bien dans son boulot. On a un centre de formation à monter. C'est énorme ce qu'il faut structurer. Est-ce qu'on lui proposerait pas? Et lui, il dit, mais attends, si j'ai Marion et Emma, c'est le Graal. Ça m'a permis d'augmenter mon ego, c'est pas de poser ma petite roadmap, de dire je me prends 48 heures, même pas plus, pour rien faire et j'arrive, et là c'était génial. L'histoire est géniale parce qu'en plus tu retrouves Emma. Je retrouve Emma dans une forme d'intrapreneuriat. Exactement. Qui redonne les cartes aussi, et donc de porter quelque chose aussi. Exactement, dans une structure déjà, on avait tous les avantages dont on avait besoin, d'être rassuré par une vision qui n'était pas portée par nous, les épaules, on n'avait pas tout sur les épaules. Par contre, on avait une structure qui existait déjà et on venait travailler ensemble et accompagner, diriger ça, et ça c'était génial. Et puis l'histoire fait que quand même j'ai eu raison, même si forcément on arrive là, le salaire est pas du tout le même, on reprend encore un peu des risques, mais aujourd'hui 2 ans plus tard, c'est super, c'est la preuve que j'avais bien raison puisque tout est ouvert, donc c'est top. Ouais, et puis tu te sens à ta place, comme toi, Naïta aussi, bien aligné, à l'aise dans ce que vous faites, et oui, ça se sent. Mais merci beaucoup de faire ce témoignage aussi, un peu des moments de vulnérabilité et tout, c'est rare, donc c'est précieux, parce que c'est vrai que ça fait vraiment partie de la vie, quoi. Des fois, il y a des moments très difficiles, et oui, on a le droit de sortir d'une réunion difficile en étant touché, en laissant aller ses émotions, et ça, en fait, il faut vraiment le dire. Si on revient un peu sur des grandes décisions qu'il y a pu avoir, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire plus tôt? Typiquement, on parlait d'humain. Tu disais que t'as accompagné des collaborateurs un peu comme une maman. Je sais que j'ai déjà eu cette discussion, et dans le dernier podcast avec Pierre Husson, qui en parle aussi, tendance à vouloir être un peu trop pote avec les collaborateurs. Mais le jour où en fait il faut lui dire à ce collaborateur de partir, ça peut être dur en fait. Est-ce qu'il y a eu des trucs comme ça, si vous aviez à le refaire, vous seriez pris peut-être différemment, ça serait quoi?
Ouais. Oui, forcément, moi, il y avait l'humain aussi, puisqu'en plus, moi, j'étais au quotidien avec l'équipe et Emma était au Pays Basque, donc moi, j'étais avec eux. Oui, il y a ça aussi, prendre plus de distance par rapport à ça, essayer de plus confronter mon instinct au réel, je pense, dans le sens où il y avait des choses que je sentais qui aurait pu, je manquais de pragmatisme, quoi. Donc, tellement t'es porté par ta vision, ton truc, c'est super, etc. Mais en fait, pas assez la tête dans les chiffres. Il y a des choses qu'on aurait dû couper plus tôt et qu'on n'a pas fait parce que, par espoir que ça fonctionne, mais on sentit qu'il y avait quelque chose, etc. Non, en fait, faut être pragmatique à un moment donné et couper ça, rapidos. Et puis effectivement aussi être aussi plus exigeante dans les personnes qui nous accompagnent aussi et être plus exigeante et plus regardante là-dessus, Okay. plus business, ouais. C'est bien que tu aies mis le mot pragmatisme parce qu'on a Anaïta. Et déjà dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble, tu disais tu étais minimaliste, pragmatique, etc. Tu as des décisions comme ça qui te reviennent ou finalement tu les as prises et même si tu les as prises, tu rechangerais rien Je sais pas si je pouvais faire quelque chose de différent. Okay. Je l'aurais fait. Ouais. J'avais pas cette connaissance et ce recul sur moi, sur ma situation, sur le marché. Et donc, ça s'appelle l'expérience. Et ça vient avec, ces chemins faisants qu'on apprend ça. Si je devais faire quelque chose, j'aurais peut-être. J'étais très, très, très perfectionniste dans le produit, dans ce qu'on délivrait aux gens. Et peut-être, je me dis, il y avait des détails dont je pouvais m'en passer et qui n'auraient pas renversé la table. Vraiment, il y avait certaines étapes où je me suis trop arrêtée, j'ai perdu du temps, j'ai fait chier à mes équipes et j'en suis désolée, les gars, si vous m'entendez. Et que c'était pas si important que ça. Et aussi, je pense que par manque d'expérience, je mettais pas le nez et par manque de temps aussi, je mettais pas le nez dans les chiffres suffisamment courant l'année et à chaque fois, comme la plupart des entrepreneurs, et là je suis bien placée, je peux vous dire que même les dirigeants des PME aujourd'hui, on les voit, ils font même pas une situation à mi-année, ils tombent sur leur bilan et découvrent leur rentabilité. Donc j'étais pas, on va dire que j'étais pas si par rapport à mon expérience, j'étais pas si mauvaise que ça, mais j'aurais dû regarder parce que les enjeux étaient quand même importants. Je fais une micro-parenthèse spécifiquement pour toi, Anaïta. Est-ce que le fait, dans ton parcours, à la base, t'es pas français, tu viens d'Iran, t'as vécu aux États-Unis, en Allemagne, t'as changé plein de fois de pays, de langue, de statut social, de métier, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné un regard sur l'échec entre guillemets différent, tu vois, on parle souvent que il y a une mentalité, on va dire, un peu plus anglo-saxonne qui a un rapport à l'échec différent. Est-ce que toi, du coup, ça c'est quelque chose que tu as eu, un rapport à l'échec différent, tu dirais, avec ton expérience et ton parcours? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai hyper mal vécu cette expérience. C'était le projet de ma vie. Okay. Et c'était trop difficile d'accepter que je réussis pas. Et c'est marrant parce que maintenant, je regarde et je me dis, en fait, c'est pas que j'ai réussi. En fait, je suis personne parce que une entreprise, c'est une rencontre, en fait, d'une idée avec son marché. C'est une rencontre, en fait. Ça peut matcher, ça peut pas matcher. Et en fait, toi, en tant que fondateur ou fondatrice, tu penses que tu contrôles tout, mais non, en fait, tu joues ta partie et le marché joue sa partie. Et c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la danse. Mais bon, à l'époque, j'avais pas cette sagesse. Pourtant, tu étais quand même déjà très philosophe, je me souviens. Non, tu nous avais partagé aussi, je sais plus, un bouquin, peut-être que tu as encore la référence, encore un, mais sur le fait que, tu sais, on a un nombre de jours dans sa vie. Exactement. 4000 weeks. Ouais, exactement. Voilà. Et que du coup, à la fin, ce qui reste, c'est la vie qu'on a menée, et que finalement, entreprendre tout ça, c'est des beaux problèmes, mais il faut aussi avoir une forme d'hygiène de soi pour que ça compte et pour qu'on dure, quoi. Oui, exactement.
Ok. Tu voulais développer là-dessus. Enfin, je te tendais une perche, mais oui. Non, mais je reste toujours sur la même, mais encore plus en fait, parce que avec l'âge, on se rend de plus en plus compte que tous ces projets, toutes ces ambitions sont une étape dans la vie, et au bout en fait de ces projets, de ces étapes, ce qui nous reste, c'est vraiment, c'est pas ce qu'on a gagné en chiffre d'affaires, c'est vraiment des moments. En tout cas pour moi, c'est l'intensité de ces moments, c'est les souvenirs et qu'est-ce que j'ai gagné en connaissance. En fait, bon, après, mon profil, ma personnalité, moi, j'ai trop soif de la connaissance. Donc, j'ai appris tellement de choses que ça serait ridicule de dire que je sors de cette expérience les mains vides. Donc, moi, j'ai eu énormément de connaissances pour mon investissement, mais j'ai pas eu juste de retour financier sur mon investissement. Ok. Toi, Marion, on a compris que tu avais quand même déjà une bonne séparation perso, pro, etc., que c'était assez clair. Mais là, dans l'auditoire, on a des personnes qui sont en cours de création d'une boîte, qui sont déjà lancées, etc. Est-ce que il y a un retour d'expérience là-dessus, sur un côté, j'aime pas trop le terme, mais d'hygiène mentale ou personnelle à tenir Oui. Après, il y en a plein, mais après, c'est déjà selon les personnalités, effectivement, puisque je pense que moi, je suis beaucoup moins minimaliste, carré, je suis passionnée, et voilà. J'aime quand c'est pas rangé, c'est là où je m'y retrouve. Enfin, voilà, c'est partie créative. Mais effectivement, moi, c'était le côté, je pense que, et j'en reviens aujourd'hui, et justement, ça m'aide à mieux travailler. C'est vraiment de me dire que mon énergie, tout ne vaut pas que j'y mette 100% de mon énergie, tout ne vaut pas que ce soit 100% moi qui m'en occupe, que je regarde tout à 100%, que je maîtrise, que je sache, que voilà, il y a des trucs où c'est pas la peine que j'y mette 100%, je peux y mettre 40, je peux déléguer, ça peut passer après. Et en fait, ça m'aide dans mon travail à déjà être plus efficace, et ça m'aide à survivre, à durer en fait, parce que c'est beaucoup moins énergivore. De mettre aussi dès toutes les semaines, moi j'ai tous mes vendredis après-midi, c'est que des plages horaires de 30 minutes sans rien dedans. Et quand il y a un imprévu qui arrive, par exemple, il faut ça à zap, je prends ma petite demi-heure du vendredi que je mets dans mon agenda, et j'ai pas le droit d'en avoir plus de 6, par exemple, par semaine. Et si là on dit c'est urgent maintenant, ça sera pas urgent maintenant en fait. Finalement c'est pas si urgent, et voilà, que tout soit dans mon agenda, et ce que je fais est vraiment mis dans l'agenda au quotidien. Ça t'aide à tenir et être efficace en fait. C'est toi qui maîtrises ton agenda, c'est pas l'agenda qui te maîtrise. Ouais, c'est ça. Et moi je me suis débordée par ça. On m'a appelé, il fallait que je réponde, envoyer un message, il faut que je réponde tout de suite, il y a quelqu'un qui toquait à mon bureau, ils avaient besoin, ok, l'équipe, je suis là, j'arrive, voilà, c'est bon, voilà. Ok, j'ai encore deux petites questions, allez, peut-être même une troisième, et après ce sera à vous dans l'audience. J'ai utilisé ce terme bien québécois. Donc, il y a un sujet, c'était sur l'entourage. Marion, toi, dans le premier épisode qu'on a parlé, tu parlais de ton père qui a longtemps été entrepreneur, etc., et qui disait c'est génial ce que vous faites, et même si ça s'arrête demain, c'est énorme ce que vous avez fait. Il y a peu de gens comme toi et Emma qui arrivaient à monter des trucs. Moi, je trouvais que c'était très fort, franchement. Tu vois, comme pas injonction, mais comme cadre qui est donné à quelqu'un, à un enfant pour qu'il s'épanouisse et tout. Enfin, j'adore ça, c'est très inspirant. Et donc, bravo à ton papa. Big up à François. Big up à François, voilà. À quel point ça joue un rôle là-dedans, tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Moi, ce qui m'a aidé à tenir, c'est ma famille, etc. Voilà, moi, mon père, il a toujours été entrepreneur, hein. Il m'a dit, même là encore, mais moi, j'ai jamais envoyé un CV de ma vie, voilà. Et il a dirigé plusieurs boîtes, etc. Et aussi, c'est une éducation. Enfin, ça rentre après dans ce qu'on parle de Dipongo, mais c'est une éducation. Nous, avec mes sœurs, on a toujours été les premières merveilles du monde. On était, c'est tous des cons sauf vous, voilà. Et en fait, c'est un soutien sans faille qui, de toute façon, te voit meilleur quoi qu'il arrive, et te voit pas que à travers justement Marion de Dipongo. Et en fait, t'es toujours super, et t'es toujours génial, et ce que tu fais, c'est incroyable, et tu vas forcément y arriver, c'était sûr. Et en fait, finalement, c'est un cocon dans lequel t'es obligé à ce moment-là, tu t'y fonds, et puis et ça t'aide au quotidien. Enfin là, voilà, parfois il est plus du tout
pragmatique sur des trucs tellement on est. Mais c'est pas grave, c'est ça que t'as envie d'entendre, c'est appelle papa parce que alors là t'as besoin d'être boosté. Alors super, pas du tout pragmatique du coup voilà, il va te mettre voilà sur un piédestal et c'est indispensable. Et oui, c'est ça aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas parce que voilà Dipongo ça a duré 8 ans, on a fait vivre quand même 15 personnes pendant 8 ans. Bah oui, je ressors de là, c'est un échec. Au final, mais en fait non, parce que ces 8 années, elles ont existé, elles sont là, l'expérience prise, elle est là, la vision, les rencontres et tout ça, elles sont là, donc voilà. Génial. Mais toi, Anaïta, je sais que dans l'épisode aussi qu'on avait enregistré ensemble, tu parlais de ton compagnon et tu disais aussi que probablement tu te serais pas lancé si lui avait pas été là en soutien, que c'était une condition à peu près sine qua non, quoi, enfin pour que le projet se lance. Est-ce que aussi le rôle de l'entourage, c'est quelque chose qui il faut le dire un peu plus aux fondateurs fondatrices qui potentiellement nous écoutent? Ah oui, en vrai, si t'as pas le soutien de ta famille, ceux qui vivent avec toi ou ceux qui sont en relation le plus, on va dire, courant avec toi, c'est très difficile. C'est-à-dire si t'as des gens qui sont soit neutres, donc t'as aucun encouragement, aucun endroit où tu peux aller parler, te plaindre que c'est dur, que t'en chies, que tu voudrais ci, que tu voudrais ça, que ça avance pas comme tu veux, que ça avance pas assez vite. En fait, c'est difficile. Mais c'est vrai que oui, conjointe, financièrement, franchement, il y a un risque à prendre. Il y a des moments où tu te rémunères pas, c'est difficile, et ça prend toujours plus de temps que prévu. Tout projet dans la vie. Donc, si t'as pas le soutien, c'est très difficile. Une de mes dernières questions, c'était est-ce que on reste entrepreneur même une fois que c'est fini? Est-ce que c'est un rôle, un statut, ou est-ce que c'est plus une forme d'état d'esprit, quelque chose que ça y est, on a cette façon de penser, cette façon de voir aussi la vie, les choses, les problèmes? Est-ce que vous êtes encore un peu entrepreneur aujourd'hui? Oui, moi je trouve que être entrepreneur c'est pas inné, ça s'apprend pour moi. Et être entrepreneur c'est se fixer ses propres objectifs. Moi c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est aussi, je trouve, avoir cette liberté de pouvoir saisir les opportunités et de vouloir les développer, qu'elles soient innovantes ou pas. C'est d'être motivé, d'avoir une vision hyper macro et puis de pas avoir peur en fait des obstacles et de te dire plutôt c'est cool, plus il y a des obstacles, plus je vais être créatif et plus ça va être difficile, ou en tout cas ça va être challengeant. Donc oui, moi je pense que je suis toujours entrepreneur et parce que le métier que j'ai choisi aussi fait que je continue à naviguer qu'avec des entrepreneurs au sein d'une structure où je suis très libre et je peux construire des projets, donc oui. Trop bien. Anaïta? Je pense que ça dépend des profils de chacun et du vécu en fait de chacun et chacune. C'est très subjectif, mais en tout cas mon cas, oui, je suis restée entrepreneur et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un statut de directrice, donc salariée, mais j'ai quasiment toute l'autonomie de comment gérer en fait la structure et quelle ambition en fait mettre pour l'année à venir. Comment vraiment je gère comme c'était ma boîte, et parfois c'est un peu trop sévère. Mais c'est vrai que je retournerai dans le monde de l'entrepreneuriat, voilà. Ok, c'est bien, c'était une de mes sortes de questions mini bonus dans le public il n'avait pas posé, mais est-ce que ça trotte un peu quand même quelque part dans votre tête de potentiellement un jour lancer une aventure, quoi? Complètement. Voilà. Okay. On s'en reparle. D'accord. Il y a une forme de teasing là-dedans, donc on n'en dira pas plus, peut-être dans un prochain épisode. Donc. J'attends d'être réinvité. Ça marche, ok, j'ai entendu le message. Anaïta, tu l'as dit à demi-mot. Oui. Okay. Oui. Non, c'est de mots complets. Okay. C'est pas demi-mot. Personne se Oui, cache. je retournerai, mais j'ai pas de projet concret pour l'instant. Mais c'est vrai que moi, je suis une personne des opérations. Moi, je dois être dans l'action. En fait, oui, je peux pas avoir un conseil d'administration et des décisions qui se prennent avec l'inertie, et ça me frustre. Très bien, merci infiniment à toutes les deux pour la sincérité, l'authenticité là de vos réponses.
je savais qu'en vous invitant, on aurait ça, et merci d'avoir joué le jeu vraiment, parce que encore une fois, il n'y a pas trop ce genre de sujets qui sont mis autour de la table et devant aussi du monde. Donc je crois qu'on peut vraiment encore une fois les applaudir et les remercier. On passe à cette partie-là, cette partie où c'est à vous de poser vos questions. Si vous en avez, c'est le moment, c'est la chance d'être là. Ah ok, on a déjà une première question. Non, moi ce que je voulais savoir, c'est, parce que vous êtes 2 femmes, et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce sujet-là, j'imagine qu'il faut se battre parfois plus en tant que femme dans ce milieu-là, avec en plus tout ce dont vous avez parlé tout à l'heure, où vous avez un entourage qui vous soutient certainement, puis un autre qui est un peu hypocrite à dire que tout ce que vous faites c'est top, etc. Est-ce que il y a des leçons à tirer sur l'échec en tant que femme, sur un ego qu'il faut en plus surdévelopper et qui retombe peut-être encore un peu plus fort, ou est-ce que vous n'avez pas senti du coup de différence en tant que femme dans ce milieu? Si, moi, comme je disais tout à l'heure, François ne m'a pas éduquée en tant que différente d'un garçon ou d'une fille, donc j'ai jamais été forcément féministe à ce moment-là. Je le suis devenue en fait, parce que clairement, on en parlait tout à l'heure, hein, mais on arrive avec Emma, on était associés, on avait moins de 30 ans et on faisait un produit pour les enfants. Donc clairement, c'est bien gentil ce qu'elles font. Et on a eu à chaque fois besoin de prouver. Je pourrais raconter des milliers d'anecdotes, mais clairement, on a parlé devant des parterres d'entrepreneurs qui ont 50 ans et on avait des homologues avec nous, des garçons, et on leur a pas posé. Et comment vous faites pour garder vos enfants? En fait, on est mariés, enfin voilà. On a eu derrière vous un grand entretien final pour entrer dans un incubateur. Et quand le président est arrivé, il nous a dit mais elles sont toutes gentilles, mignonnes, vous pouvez m'appeler Thierry Damour si vous voulez. Voilà. À ce moment-là, tu sors les crocs et tu dis ok, tu sais quoi, Thierry Damour, je vais te montrer ce que c'est. Et à la fin, il dit donc je sais pas trop ce qu'on va pouvoir vous apporter. Effectivement, tu vas rien nous apporter et on va le faire sans toi. Et en fait c'est ça. Et du coup, à travers cette posture que t'as, on te prend un peu pour un pitbull, un peu. Tu deviens un pitbull alors que non, juste tu défends à la hauteur de ce qu'un homme défend, parce que toi tu dois le faire. Donc l'échec après en tant que femme, non, il est pareil. Enfin je veux dire, là à ce moment-là, ta place c'est la même, t'as fait ta place, mais t'as vraiment dû la faire. Et voilà, là j'ai vu la différence pour le coup. Sur les traitements différents, pour moi, c'est difficile de dire parce que moi, je suis étrangère avec accent. Donc, en fait, en termes de traitement, oui, j'ai tellement l'habitude d'avoir des commentaires parce que j'ai un accent. D'où vient ton petit accent, machin. Mais je peux pas dire que j'ai pas ressenti un traitement si différent que ça. Bon, vu le contexte, mis à part quelques fonds d'investissement avec les messieurs, on va dire d'un certain âge, qui m'ont appelé la petite. Mais bon, c'était pas, de toute façon, ils allaient pas me financer, donc c'était pas si grave que ça. Ouais. Donc petite ou grande, c'était pas si. Mais moi, ce que je regrette en tout cas, femme ou personne, je sais pas, mais c'est vrai que c'est ce fameux dévouement que j'ai eu en fait pendant ces années d'entrepreneuriat et que j'ai mis trop ma vie à côté. C'est vrai que j'ai même pas pensé à avoir des enfants parce que j'avais un enfant, c'était Hortus Box. J'avais une vie, c'était Hortus Box. Et mon compagnon étant quelqu'un qui était souvent en déplacement, en fait, j'avais le contexte nécessaire pour avoir 100% de temps dédié à l'entreprise. Et c'est vrai que je me dis, en fait, j'aurais pu me consacrer plus de temps, on va dire, pour des projets personnels, et ça aurait pas changé vraiment le destin de l'entreprise. Voilà. Merci à toutes les deux et merci pour la question parce que c'était un sujet évidemment et honnêtement j'étais peut-être pas assez courageux pour poser la question en étant certain de bien la poser. Donc merci de l'avoir abordée et vos réponses sont à la fois glaçantes et montrent aussi une réalité très très bizarre de cet environnement-là, toxique même, et encore que
En Silicon Valley, il y a des choses encore pires. Bref, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Au tout début, en introduction, je parlais des chiffres, des études qui parlaient d'échecs de sociétés, etc. Les études montrent aussi que les entreprises qui embarquent des femmes en tant que cofondatrices ou dans un board ont plus de chances de pérennité que des entreprises qui ne sont pas mixtes. Pourquoi ? Parce que justement, notre société, elle est mixte, elle est plurielle, et évidemment que quand on porte une société, on a plus de chances de réussir avec quelque chose qui représente la société. Donc clairement, si c'est un message qui est pas assez entendu, il faut le redire à quel point c'est important d'avoir de la mixité, diversité au sein d'une entreprise, quelle qu'elle soit, innovante, pas innovante, quoi. Ouais, merci déjà pour vos témoignages. Merci Guillaume d'avoir créé le moment aussi, tout de même. On a beaucoup parlé et on parle aussi de l'écosystème, on parle des premières, etc. Et l'écosystème qu'on a à Bordeaux, mais ailleurs dans l'entrepreneuriat, aide beaucoup pour grimper. Est-ce que vous avez ressenti aussi, une fois qu'on chute, est-ce que l'écosystème est encore là ? Mais encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est pas que des paillettes. Est-ce que l'écosystème a été là que pendant les paillettes ? Ou est-ce qu'au moment où il y avait un peu moins de lumière, il y avait beaucoup moins de monde ou pas ? Enfin, moi, je trouve ça intéressant d'avoir votre retour là-dessus aussi, de la place de l'écosystème quand ça va un peu moins bien. Et donc, c'est encore une fois chouette de créer des moments comme ça pour en parler, parce qu'il faut en parler. Mais voilà, votre avis sur l'écosystème après. D'abord, une des premières choses qu'on a fait avec Emma aussi, c'est aller parler avec des chefs d'entreprise qu'on trouvait qui étaient qui réussissaient, qu'on trouvait à l'heure actuelle qui avait une super boîte. Et alors, je me souviens très bien. Plusieurs nous ont dit « Ah, mais c'est votre premier redressement, mais ça y est, vous êtes des vrais entrepreneurs, c'est que le premier. » Voilà. Et donc là, on s'est dit « Mais attends, c'est fou. » Il me dit « Mais attendez, ce que vous vivez, c'est fort. Toi aussi, le matin, t'as pas envie de te lever, mais c'est normal. » Et là, tu disais que tout ce que tu vivais aujourd'hui, finalement, c'est pas parce que t'étais nul, mais c'est parce qu'ils sont tous vécu ça, et aujourd'hui il a une super boîte, etc. Et en fait ça fonctionne. Donc ça, on a fait ça. L'écosystème après, vraiment bordelais, nous on s'en est vraiment éloigné. On a eu un peu appel du pied, mais auxquels on n'avait pas envie de répondre. Et ça a été très bien qu'il n'y ait pas d'insistance là-dessus. Et après, on a eu Philippe de la French Tech qui nous a contactés, je me souviens, et il nous a dit « Ah on fait l'événement en novembre, là c'était en avril, l'événement en novembre, et on aimerait bien que vous témoigniez avec Emma pour justement parler de cette fin d'entreprise. » Il y a juste 2000 personnes. Voilà. Alors, c'était donc typique de notre duo avec Emma. Moi, je lui ai dit, c'est mort, j'y vais pas. Elle me dit, si, il faut le faire pour se challenger. Je lui ai dit, t'y vas, j'y vais pas. Elle dit, ok, j'y vais. Et je lui ai dit, ok, j'y vais. Voilà. Et justement, là, à ce moment-là, c'était très impressionnant. Enfin, voilà, c'était la première fois qu'on revenait un an après dans l'écosystème bordelais, en se disant, ok, assumer devant tout le monde qu'on avait, raté. Enfin, en tout cas, que c'était terminé. Ça a été très fort pour nous, et en fait très fort après, parce que on n'a pas arrêté d'avoir des gens qui sont venus nous voir en disant mais c'était incroyable, des personnes qui dans l'écosystème bordelais qu'on avait toujours vu, mais moi je réussis tout, qui sont venus nous voir, mais en fait vraiment on n'y arrive pas, je dois licencier, et en fait plein de gens qui sont venus nous voir, merci d'avoir fait ça, et c'est un peu délier la parole, et l'écosystème était là. Et oui, l'écosystème il est toujours là parce que je suis là aussi, que ça y est, on revient, et puis en fait les gens sont hyper bienveillants en fait, parce que tu as eu la sincérité de dire ce qui est arrivé. Et l'écosystème est quand même toujours là, et c'est vraiment pas de perdu, c'est juste il y a une petite pause et on a fait un break et on revient. Mon expérience n'était pas du tout pareille, parce que moi je suis pas sortie en fait de l'écosystème, je suis restée dans l'écosystème d'accompagnement. Et du coup, tout le monde s'est vite habitué à ma nouvelle, on va dire, à mon nouveau poste. Donc, Anaïta était Hortusbox. Maintenant, c'est Anaïta, quoi. Elle est là. Et c'est vrai que à la décharge de l'écosystème, moi, j'ai sollicité personne. En fait, c'est le deuil que j'ai fait avec moi-même. Mais moi, c'est ma personnalité aussi, encore une fois. Je suis une personne qui intériorise ses pensées et que je fais mon chemin dans ma tête. C'est rare que je sollicite les personnes extérieures, sauf les professionnels de la santé mentale. Pour respirer.
Merci beaucoup. Tom, vas-y, je t'en prie. Tout d'abord, merci pour votre témoignage. Moi, je vous connaissais pas du tout, personnellement. Mais en même temps, je suis encore un peu nouveau dans l'écosystème. Et j'avoue, j'étais arrivé ce matin avec... quand je me suis levé, j'avais une question assez précise en tête. Et qui finalement, je pense, elle est un peu hors sujet parce que vous avez toutes les deux retrouvé vite un emploi. Et ma question était, comment est-ce qu'on capitalise sur cet échec-là ? Et finalement, je vais peut-être la transformer si aujourd'hui, plutôt, qu'est-ce que vous conseillerez pour préparer un échec et pouvoir quand même capitaliser là-dessus pour la suite? T'as pas le choix, en fait. Est-ce que tu as vécu cette aventure, cette expérience? Oui ou non? Si tu l'as vécu, elle est en toi. Donc, tu peux pas capitaliser, en fait. Elle fait partie de toi. Et très sincèrement, en sortant de Hortus Box, mais j'ai eu peut-être 5 ou 6 startups de mes camarades, on dit, ou des gens avec qui j'étais chez Incubateur. Moi, je faisais partie du réseau Incubateur, et qui m'ont dit, mais Anaïta, mais si tu veux un poste, mais viens chez nous, en fait, parce que tout le monde, en fait, quand tu as été entrepreneur, les autres entrepreneurs t'adorent parce que ils savent que tu es capable de faire comment on dit, chef de projet et apprendre 15 métiers en 1 an. Donc, franchement, c'est une force. Et qui dirait non, en fait, pour accueillir ce genre de profil dans son équipe? C'est juste, il faut que tu mettes en valeur. Et c'est pas je sais pas, le mot échec est très connoté en France, et c'est bien dommage parce que c'est juste une étape. On dit pas à un bébé qui tombe par terre que t'es nul, t'as échoué, tu vois, genre relève-toi, capitalise, tu vois, ta chute, tu vois. Non, mais il est tombé, il a appris et il va se relever, il va marcher et il va faire un marathon. C'est juste une question de temps. Et le game n'est pas fini, en fait. C'est juste une étape. Ouais, t'as grillé une vie peut-être, mais on a plusieurs vies là-dedans, quoi. Ok, top. Marion, tu veux rajouter un truc là-dessus? C'était surtout de dire que tu disais comment tu te prépares, enfin, et en fait, heureusement que tu t'y prépares pas parce que sinon tu donnes pas à fond. Et en fait, après moi c'est mon état d'esprit, ok, encore dans ma personnalité où j'y vais à fond. Et en fait, je le fais jusqu'au bout. Et en fait, tu peux pas te préparer à ça. Il faut surtout pas, sinon t'y vas pas. Il faut avoir cette naïveté. C'est la naïveté qui crée ta boîte, qui va te faire que ça monte, etc. Après, il faut essayer d'être peut-être un peu plus avec du recul aujourd'hui, anticiper un peu plus. L'anticipation va faire survivre ta boîte, mais là, les premières années, c'est que de la naïveté, c'est que de l'envie qui va faire que ça va fonctionner. Et après, comme tu disais, effectivement, quand tu es entrepreneur, nous aussi, on a des propositions assez régulières de partir dans des projets. Tu n'as même pas besoin de capitaliser dessus parce que quand on voit que tu as été entrepreneur que tu as passé le cap des 2 ans, le cap des 5 ans, en fait, c'est qu'il y a eu quelque chose derrière. Et je pense que quand tu dois l'expliquer, moi, du coup, j'ai fait des entretiens d'embauche très classiques pour avoir mon CDI, cette grande réussite. Et en fait, c'était de savoir expliquer pourquoi. D'avoir le recul et de savoir, et pas juste dire c'est vrai, ça a planté, mais de savoir mettre très précisément les points sur lesquels ça avait planté. Et du coup, ça rassure. C'est un peu rassurer les gens. Mais faut surtout pas se préparer à ça parce qu'en fait. Non, mais c'est un sujet, ouais, ça, quand même. Il y a une mentalité qui est un peu comme ça, surtout un peu américaine, là, où ils sont un peu en mode coach motivationnel en disant there is no plan B. Voilà, c'est un peu affreux, mais oui, il y a un côté aussi, on y va à fond, quoi. Et pareil, pour celles et ceux qui auront la curiosité d'aller réécouter vos épisodes que je mettrai en description. Je le fais la blague avec toi, Marion, parce que dans l'épisode, à chaque fois, tu dis, mais nous, on y croit. Et je crois que tu dis 15 fois on y croit en 45 minutes et que je te dis, en fait, on pourrait appeler cet épisode Marion Perret, on y croit. Parce que, en fait, c'est ça et c'est ce que tu disais, tu te lèves le matin et si t'as pas l'intime conviction que, toi, tu t'avais des mots forts en disant, je vais changer le monde de l'éducation et donc je vais changer le monde, etc. Si des fois tu mets pas cette intention-là, c'est sûr à quoi bon se lever. Puis il faut pas se leurrer, les gens suivent très peu un projet, ils suivent une personne en fait. Oui. Donc finalement tu pourrais soulever des montagnes et embarquer tout le monde, même si ton projet, tant que ton marketing est bon, ça marche.
Mais très bonne question de ta part, Tom. Ça a le mérite de faire la pub de Hémicycle. Donc, écoute, je m'y engage. Non, mais vraiment. Est-ce que, chers amis, il y a encore une question? Oui. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'accompagne donc des entrepreneurs avec les premières, et il y a souvent la question du après. Si je dois repostuler ailleurs, si je dois être salarié, est-ce que je vais faire peur parce que j'ai choisi d'être entrepreneur à un moment donné, ou est-ce que en fait c'est une qualité et c'est un bénéfice finalement quand pour un employeur de recruter un ex-entrepreneur ou un entrepreneur dans l'âme, parce que je pense qu'on le reste un peu toute sa vie. Et comment vous avez vécu ça en fait en feedback lorsque vous avez posé vos CV? Moi pour le coup c'est qui tout double. De toute façon tu vas toujours avoir des gens qui vont se dire, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont dire oh là là, mais en fait elles ont planté, voilà. Et il y a ceux qui vont dire mais putain elles sont toujours là quoi. Et en fait faut pas chercher à aller convaincre ceux qui disent oh elles ont planté, parce que de toute façon tu partages pas les mêmes valeurs, t'as pas la même vision de la vie et t'as pas envie de travailler avec ces gens-là. Et en fait sur les autres c'est incroyable parce qu'en fait ils se rendent compte que comme tu disais tout à l'heure, tu peux apprendre plein de choses, tu as une vision beaucoup plus macro, tu vas savoir saisir les opportunités, tu vas pas avoir peur d'entamer des nouvelles choses, de créer, de même de rater, parce qu'on l'a fait avant voilà. Et en fait, tu capitalises dessus parce que tu as une indépendance, une vision, tu t'es autonome, voilà, tu vas pas aller déranger ton N+1 tout le temps, mais j'arrive pas à faire marcher l'imprimante, enfin tu te débrouilles, voilà. Et non mais ça c'est incroyable le temps perdu de ça quoi, ce manque de créativité en entreprise qui est la prise de décision, etc. Et ça tu le capitalises, moi je l'ai capitalisé comme ça quoi. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter, t'as tout dit. Je pense que ça dépend aussi du type de l'employeur et de sa personnalité, ça match ou ça match pas, mais souvent dans les TPE, PME, ils cherchent toujours des profils qui sont force de proposition. Et ça, tu es entrepreneur parce que tu es force de proposition. Donc c'est souvent apprécié. Mais après, si l'employeur veut un tâcheron ou un soldat ou un exécutant, oui, après, oui, ça matcherait pas. Et ça, tu peux peut-être l'apercevoir même lors de l'entretien avant d'avancer avec la personne. Mais c'est pareil, c'est dans la relation et dans les attentes que tu découvriras. Mais c'est souvent apprécié, en tout cas dans les petites structures, parce qu'ils ont besoin en fait de personnes autonomes. Personne ne veut avoir quelqu'un qui lui pose 12 000 questions par jour. Comment je fais ci, j'arrive pas à faire ça. Voilà, les entrepreneurs sont souvent, pas toujours, mais souvent suffisamment autonomes et force de proposition. Last question. Or not. Je sais pas pourquoi je parle anglais, mais... Si on pouvait la poser en français, la question. Ouais. Vu qu'on parle de sujets un peu à l'époque d'actualité, il y a une question un peu là, perso, j'en profite, ça reste mon podcast. C'est que en fait c'était un monde aussi sans IA. Aujourd'hui il y a le mot IA partout, toutes les startups plus ou moins s'y intéressent de près ou de loin. Finalement quand on y repense, un Hortusbox ça aurait pas du tout la même configuration quoi. On pourrait envoyer, j'en sais rien moi, une photo de son jardin et avoir des recommandations via IA, enfin des trucs comme ça. Pareil pour Dipongo en fait sur la partie création d'images, d'histoires. Des fois, vous y repensez à quel point ça aurait pu être une toute autre aventure si elle s'était lancée là, actuellement? Oui, carrément. On en a parlé en plus il y a pas longtemps avec Emma. Évidemment, ça aurait pu. Enfin voilà, il aurait fallu dealer avec l'IA. Je pense qu'on aurait dû revoir aussi complètement notre façon de penser l'histoire, de recréer des systèmes très différents. Je pense que si on avait trouvé le bon petit truc pour dealer bien avec l'IA, ça aurait été énorme parce qu'en fait, on aurait eu une production incroyable, une facilité à avoir des chemins différents proposés et une pluralité de produits assez incroyable, enfin au sein du même produit. Donc oui, ça aurait été énorme et l'idée là, c'est de se dire, aujourd'hui, maintenant, il y a l'IA. Est-ce qu'on pourrait pas, voilà. D'accord, ok, je commence à comprendre certaines connexions qui se font.
Ouais. Elle dit ça, elle dit rien. Oui, elle dit ça, elle dit rien. Mais, écoutez, on en parlera là maintenant que l'épisode va bientôt se terminer lors du cocktail, peut-être. Donc ça incitera peut-être les personnes qui sont pas présentes à venir au prochain. Donc, c'est pour ça, pour avoir des exclus. Anaïta, toi, donc un projet startup en 2026, ça. Ah non, moi je. Non, mais oui. Un Hortus Box en Oui. 2026, ça aurait ressemblé. Oui. T'y as pensé des fois ou? Non, j'essaie d'éviter. Okay. Non, j'ai pensé évidemment avec la techno, surtout sur la transformation d'image. Nous, on en a bavé pour faire la modélisation 3D à partir de photos 2D. C'était pas du tout la même histoire. Genre, ce qu'on a fait, c'était genre haute technologie. On a failli travailler avec le laboratoire de recherche L'Abri. Non, mais c'était un truc de malade mental. Mais aujourd'hui, genre, tu peux demander à ton ChatGPT gratos. C'est juste en espace de, je sais pas, 7-8 ans. C'est trop, tu vois. Mais oui, ça aurait été. Mais tu peux aussi, je pense pas que le marché aurait été différent parce que ce qui nous a, en fait, nous, on n'avait pas le volume de vente nécessaire pour les investissements qu'on a fait et aussi le volume et aussi pour notre coût d'acquisition. Ça aurait pas changé. Peut-être notre coût de production aurait été moindre, mais oui, parce que ça aurait pas. C'est encore trop sous-entendu, mais en effet, c'est pas une solution qui fait une entreprise. Que tu fasses de l'IA, un chatbot, une app, une web app, peu importe. En fait, c'est la résolution d'un problème concret pour des personnes, des entreprises, et ça, c'est pas via qu'une solution. Donc ça, c'est bien que tu le redis. C'est vrai, cette adéquation produit-marché, problème-solution là, qui est avant tout hyper importante. Merci à toutes les deux et merci à vous pour vos questions. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Open Startup. À toutes les deux pour vos témoignages. Cet échange, si vous a plu, abonnez-vous à Open Startup. Ça, c'est assez cool parce que comme ça, vous verrez les prochains épisodes. Ça envoie toujours un petit bon signal aussi. Et ce qui envoie un bon signal encore meilleur, c'est une note 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Donc, allez-y. Ça aide à faire découvrir le podcast, mais aussi à potentiellement convaincre d'autres invités de venir. Donc, merci aux premières, encore une fois, pour leur accueil. À Tracteur et à vous aussi, cher public, pour le regard bienveillant, l'écoute hyper active aujourd'hui. Donc c'était Guillaume Comagnac. J'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et encore une fois, merci.